Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on se retrouve pour le test d'un nouveau smartphone, ce sera le Asus Zenfone 5. C'est un smartphone qui pour moi est vraiment un coup de cœur avec plein de qualités. On se retrouve juste après cette petite vidéo qui vous présentera le design de ce superbe smartphone. A tout de suite. Voilà, comme vous avez pu le voir dans la vidéo qui vient de passer, c'est vraiment un smartphone qui est plutôt sympa avec un design relativement bien pensé et léché. Il ressemble bien sûr à la plupart des smartphones qui sont commercialisés aujourd'hui, la fameuse encoche, une bordure sur le bas et une publicité qui dit que c'est un écran qui est borderless. On est encore loin du borderless, mais on a tendance à s'en approcher. Voilà. Pour rappeler les specs techniques, c'est un écran de 6,2 pouces en définition Full HD+, donc c'est du 2246 par 1080p. Ça nous donne une densité un peu supérieure à 400 pixels par pouce, donc on est vraiment dans une définition Full HD classique. Le plus n'a de sens que parce qu'en fait le format est en 19 neuvième. On est plus sur un écran 16 neuvième, du coup il y a un petit peu plus de pixels sur la longueur, mais la définition, elle, et la résolution restent la même. L'écran est vraiment très beau, une superbe luminosité, on est sur une technologie LCD IPS, donc on n'est pas dans de la MOLED. Il n'y a pas des noirs qui sont extrêmement profonds et des couleurs qui sont vraiment saturées, mais ça reste vraiment très agréable à l'utilisation. Moi je trouve que c'est vraiment un des écrans les plus bluffants que j'ai utilisé sur un smartphone à moins de 500 euros. Il est commercialisé actuellement aux alentours de 399 euros dans certaines enseignes, renseignez-vous un petit peu sur internet. Ça vaut vraiment le coup d'avoir une si belle dalle pour un prix relativement modéré. Pour ce qui est du processeur, on est sur un processeur Qualcomm, c'est du Snapdragon 636, donc on n'est bien sûr pas dans le haut de gamme de la série 800, mais honnêtement, pour m'en être servi quelques jours, ça ne rame jamais, ça ne lag pas. Et je pense également que le grand intérêt, c'est également une consommation électrique relativement moindre, dans le sens où l'autonomie est vraiment très bonne sur ce smartphone. Pour ce qui est de la mémoire, donc c'est un smartphone qui a une mémoire de 64 Go. On va directement aller dans le système, voir si on peut avoir quelques informations. Stockage. Donc voilà, donc c'est une version 64 Go. Quand vous l'allumez, vous êtes aux alentours de 52, 53 Go disponibles. Donc il y a quand même un certain espace emprunté par Android, mais vous avez quand même de quoi faire, ce qui est plutôt sympa. Pour la caméra arrière, alors quand on le retourne déjà, ce qui est assez remarquable, c'est l'apparence très proche de l'iPhone 10 parce que pour le coup, il faut vraiment laisser ça à Apple. Je suis pas un pro Apple, mais c'est vraiment Apple qui a commencé à mettre le capteur dans ce sens-là. Eux, ils ont mis le flash LED au centre, mais je veux dire, il y a quand même une inspiration qui est avouée et qui est vraiment visible. Le capteur d'empreinte, lui, se trouve à l'arrière. C'est un capteur d'empreinte qui n'est pas cliquable. Et franchement, il fonctionne vraiment super bien. Honnêtement, à l'utilisation, on a vraiment l'impression d'avoir un smartphone premium. Pour en revenir à la caméra, donc vous avez un capteur classique qui est un capteur Sony, donc c'est du 16 mégapixels avec une ouverture à f1.7. Donc comme je le rappelle toujours, plus l'ouverture est grande, plus vous avez une entrée de lumière importante, ce qui permet au téléphone de ne pas saturer en ISO et d'avoir des photos plutôt propres en basse lumière, pardon. Et également, ça permet d'avoir un bokeh un peu plus doux, parce que plus l'ouverture est grande, plus la profondeur de champ sera courte, et du coup, vous aurez tendance à détacher l'objet photographié du fond de l'image. Pour le capteur grand angle, parce qu'on a un capteur grand angle, là on n'a pas pris le pari de suivre Huawei avec une optique noir et blanc, un capteur noir et blanc, pardon, ou Apple avec un téléobjectif. On a plutôt basculé dans le côté de LG, donc on a une caméra grand angle à 120 degrés, donc c'est une focale 12 mm. C'est une fonction qui est plutôt sympa, ça vous permet de prendre des photos plutôt sympas. Pour la caméra avant, par contre, on est sur un capteur de 8 mégapixels avec une focale de 24. Donc 24, ça reste un équivalent 35 mm en photographie traditionnelle, avec un champ de vision, un angle d'ouverture de 84 degrés, ce qui permet de prendre plusieurs personnes en photographie. C'est toujours sympa pour les selfies de groupe. Pour ce qui est de la partie vidéo, on a un enregistrement qui est en 4K, donc c'est plutôt sympa. On stagne toujours à 30 images secondes, on n'arrive pas, enfin les fabricants ne se lancent pas trop dans le 60 images secondes pour la 4K pour l'instant.
Le principal problème, à mon avis, c'est plutôt la mémoire et l'espace de stockage nécessaire à cette qualité en fait vidéo. Donc voilà, mais le résultat est plutôt propre. Sinon, vous pouvez bien sûr enregistrer en Full HD, donc à 1080p, en 30 images secondes ou en 60 images secondes, et vous avez également la version 720p pour le partage sur les réseaux sociaux ou mail, etc., à 30 images secondes. Pour ce qui est de la vidéo, le petit point positif, c'est également une stabilisation électronique sur 3 axes qui est fait pour les vidéos, enfin toutes les vidéos que vous ferez avec la caméra arrière. Sinon, qu'est-ce que je peux vous dire encore d'autre sur ce smartphone au niveau de sa technologie? Bah rien, il est LTE, donc il est 4G catégorie 12, donc c'est jusqu'à catégorie 12, catégorie 13 même, donc 600 mégas par seconde. Vous avez également la catégorie 18. Ça, ce sera pas pour lui, mais ce sera la 4G catégorie 18 sera plutôt pour le Zenfone 5Z, qui là permettra théoriquement de monter jusqu'à 1,2 GHz, 1,2 gigabits, pardon, ridicule, par seconde, donc c'est assez dingue. Pour là, il faudra se contenter de 100 mégas par seconde. Honnêtement, le réseau fonctionne très bien, la captation du réseau est très bonne, il récupère facilement le réseau quand on rentre et quand on sort dans une pièce ou quand on sort d'un ascenseur ou dans un parking souterrain. Le Wi-Fi également est capté assez rapidement, les transferts Bluetooth sont extrêmement rapides, j'étais assez surpris en faisant des transferts sur un Xiaomi Mi Note 5. Voilà. Pour ce qui est de la batterie, c'est une batterie de 3300 mAh avec fonction charge rapide. En fait, l'adaptateur secteur, il a une sortie de 5 volts à 2 ampères. Donc c'est vraiment quelque chose qui charge relativement vite et comme je l'ai expliqué avant, l'autonomie est vraiment bonne. L'autonomie est bonne à mon sens de par un processeur relativement peu gourmand, comme on n'est pas sur une catégorie 800, on est sur un processeur un petit peu moins performant mais qui franchement ne se ressent pas à l'utilisation. Et le deuxième point qui permet à mon sens d'économiser l'énergie, c'est une optimisation du logiciel qui est assez bien foutu. Donc maintenant, je vais vous présenter un petit peu l'interface. On va un petit peu naviguer dans le téléphone et on va voir un peu à quoi ça ressemble. Pour l'interface, on est vraiment en interface classique. Donc c'est bien sûr une version Android 8.0. On va juste aller dans les mises à jour système, voir les informations. Parce que la version Zenui, je crois qu'elle avait été mise à jour tout récemment. Moi, j'ai pas plus d'informations. Non, j'ai pas d'informations par rapport à ça. Donc pour le stockage, on est à 64 Go. Honnêtement, le smartphone, je le trouve vraiment bien équilibré. On en a vraiment pour son argent pour le coup. C'est vraiment un smartphone qui réunit le design, l'autonomie, le stockage et une qualité photo, un rendu photo qui est plutôt sympa pour la gamme de prix. Après, je trouve que c'est vraiment un petit peu perfectible parce qu'il a tendance un peu à sursaturer les couleurs. Donc vous avez un icône ici, si vous voyez, comme sur un peu le LG G5, G6 de l'appareil photo classique. Quand vous cliquez ici, vous passez sur la version grand angle, comme je vous l'ai expliqué avant, avec un rendu à 120 degrés, ce qui vous permet d'avoir cet effet un petit peu fisheye, qui est toujours sympa, mais qui déforme à mon sens beaucoup trop les perspectives pour faire une photo vraiment appréciable. Donc ça, on peut enlever. Et vous avez bien évidemment le mode ici, je ne sais pas si vous voyez, le petit icône portrait. Voilà. Donc là, on a vraiment marqué profondeur de l'effet. Donc là, on est clairement un mélange entre ce que propose Apple avec les petites informations sur le haut et un mélange de ce que propose Xiaomi et Huawei et Honor, pardon, avec la possibilité de simuler un réglage de diaphragme sur appareil photo. Donc là, on peut aller jusqu'à... Bah, on s'en fout. On peut aller jusqu'à f22, donc un objectif en photographie traditionnelle extrêmement fermé. On n'utilise à mon sens, on n'utilise pas une ouverture à f22. Et on peut s'approcher d'une ouverture qui va jusqu'à f0.95. Donc plus l'ouverture est grande, comme je le rappelle à chaque fois, plus la lumière est censée être importante et la profondeur de champ surtout très courte. Donc si vous prenez votre copain, votre copine avec cette fonction, et vous allez vers f0.95, eh bien, il y aura à mon avis que le bout de son nez qui sera net et le reste sera flou. Si vous allez vers f1.4, on verra tout son visage, f2, on aura l'intégralité du visage avec un petit peu d'arrière-plan. Je vous conseille de ne pas trop abuser de ce système parce que quand vous faites des photos à f0.95, c'est vraiment un petit peu abusif. On va faire un petit test sur la petite poupée, si ça fonctionne. Ici, tac, hop.
Alors, je ne sais pas si vous voyez bien. Déjà, il y a un petit délai de traitement qui est assez long. La découpe est relativement bien gérée pour un smartphone de cette gamme-là, mais ça reste vraiment en fait abusif, quoi. C'est vraiment, en fait, on voit le visage qui est net et le reste, on a l'impression qu'on a mis un plexiglas à l'arrière pour vraiment tout flouter. Donc n'en abusez pas. En photographie classique, si on sort du mode portrait, il est plutôt bon, les couleurs sont bien gérées. Il a eu d'ailleurs une note de 93 chez DxO, donc DxO par contre ne note pas sur 100, contrairement à ce que pouvaient penser les gens avant la sortie des derniers smartphones. Donc il a 93 points, ce qui est plutôt correct. Après les tests DxO sont discutables. Moi je trouve qu'au rendu c'est pas extraordinaire. C'est un peu saturé, c'est un petit peu trop contrasté. Il y a vraiment un surtravail du logiciel après la prise de photo qui génère notamment souvent des messages une fois que vous avez pris votre photo quand vous l'enregistrez où il y a marqué traitement en cours. Donc je trouve ça assez dommage. Ce qui est cool par contre, c'est que vous avez un mode pro en photographie qui vous permet de gérer l'AF, de gérer le temps de pause, les ISO, l'exposition et la balance des blancs. Donc comme je le dis toujours, priorisez ce mode-là, amusez-vous, créez avec ce mode de photographie. On a une optique qui est plutôt bonne, une ouverture de f1.8. On a un capteur photo qui est plutôt pertinent, intéressant. Il est connu et reconnu, ce capteur Sony IMX, avec des pixels qui sont un petit peu plus grands que la moyenne, donc une entrée en lumière et une captation de la lumière qui est un petit peu supérieure. Donc profitez-en. Surtout, comme je le rappelle toujours, restez bas dans les valeurs ISO. Vous avez la possibilité ici de tomber à 25 ISO, ce qui est très peu, ce qui n'existe pas, quasiment pas en photographie classique. On a tendance toujours à être entre 100 ou 150 et 100 ISO. Mais vraiment essayez d'être au plus bas de votre réglette ISO pour éviter la génération de bruit et l'altération de la qualité photo. Si vous devez faire des photos quand il fait un petit peu nuit ou un peu sombre, pareil, essayez de ne pas dépasser les 100-200 ISO, mais surtout allonger le temps de pause et par-dessus tout stabiliser votre appareil. Il n'y a pas de stabilisation optique ou numérique en photographie sur cette version. Ce sera probablement le cas sur la version 5Z qui sera un petit peu plus chère et plus haut de gamme. Mais en attendant, vous avez de quoi créer. Honnêtement, je trouve que c'est vraiment une belle évolution, ce smartphone. J'ai eu les Zenfone 2, les Zenfone 3, etc. J'ai pas mal détesté Asus pendant quelques années, il faut le dire. Là, aujourd'hui, je me retrouve avec un smartphone qui a vraiment un effet waouh, avec ce design, cet écran qui envoie vraiment, niveau couleur et luminosité, qui envoie vraiment sans tomber dans la saturation d'un écran AMOLED. Le petit bémol, c'est une mauvaise gestion de l'encoche, à mon sens, où on n'a pas la possibilité de la masquer ou de la noyer comme on peut le faire sur Honor et Huawei. Mais voilà. Honnêtement, je trouve que c'est un smartphone qui vaut le coup. Si vous pouvez le trouver à 399 euros, il est encore plus intéressant. Il existe en version bleue, là c'est la version grise-argent. Alors méfiez-vous, parce que cette version, en fait, en fonction de la luminosité, aura tendance à renvoyer des reflets un peu rose saumon. Donc voilà, ça peut un peu surprendre. Une fois qu'on l'a sorti de la boîte, il paraît gris, puis en fonction de la lumière, il aura tendance à tomber dans le orange, dans le gris doré. C'est pas, c'est un petit peu un gris doré ou un gris rosé. C'est assez particulier à décrire et c'est un peu difficile à voir à la caméra. Voilà. Dernier petit point, je vais quand même vous montrer ce que nous livre Zenfone enfin Asus plutôt dans la boîte quand vous le recevrez pour un smartphone. Donc toujours très axé photo, comme j'ai oublié de le lire par contre, il y a vraiment une partie photographie avec une intelligence artificielle, un petit peu comme le proposent la plupart des constructeurs aujourd'hui, qui calcule plusieurs scènes, qui reconnaît différentes scènes, qui arrivera à reconnaître un ciel bleu, une forêt, un visage et à gérer plusieurs réglages sur la même photo, donc c'est plutôt sympa. Après, vous savez que moi je suis plutôt partisan de la photographie naturelle et surtout faite manuellement. Alors, déjà dans la boîte, vous aurez le petit extracteur de SIM. Vous avez un bumper en caoutchouc, ce qui est plutôt cool. Vous avez un petit bumper souple qui peut vous dépanner parce que ce qui est embêtant, c'est qu'il est assez glissant. Honnêtement, si vous le mettez le soir sur, je sais pas, dans votre lit, sur votre drap, ou même si vous le posez sur une pochette, il aura tendance à se barrer toujours, à glisser. Donc je pense que le mettre dans une coque, en plus d'avoir le fait que le capteur photo dépasse un petit peu, ça peut renforcer la maniabilité du produit. Donc voilà. Ensuite, on a ici, vous avez donc le chargeur, donc qui est un chargeur rapide, comme je l'ai expliqué tout à l'heure. Vous avez des écouteurs filaires standards. On a conservé la prise jack sur ce smartphone. Ce qui est toujours sympa. Et vous avez bien sûr un câble USB type C, comme c'est la norme aujourd'hui sur la plupart des smartphones, plus ou moins cher que celui-ci d'ailleurs. Voilà.
Donc voilà, merci d'avoir suivi cette émission. N'hésitez pas à commenter, à me poser vos questions dans les commentaires. Comme d'habitude, je vous répondrai avec grand plaisir. Surtout, n'hésitez pas à liker mes vidéos et à vous abonner. C'est grâce à ça que je pourrai obtenir de plus en plus de smartphones et autres produits technologiques parce que maintenant, je me suis un petit peu diversifié. Je ne veux plus faire que du smartphone uniquement, mais aussi un peu tous les objets qui tournent autour de la photophonie, de l'éclairage, des caméras, etc. Et pour ce faire, j'ai vraiment besoin de votre soutien, donc n'hésitez pas à liker mes vidéos, à liker ma page, et on se retrouve bientôt. À très bientôt et merci.